Une loi, un chiffre, 5 milliards de francs CFA. C'est le seuil à partir duquel, depuis octobre 2025, toute entreprise opérant au Burkina Faso doit construire son siège sur le sol national. Une contrainte ou le signal d'un basculement voulu par le capitaine Ibrahim Traoré, décidé à rapatrier le pouvoir économique que son pays avait laissé filer. Car derrière ces grues qui s'élèvent à Ouagadougou, c'est une idée de souveraineté qui prend forme. Ce décret n'est pas une simple réforme administrative, c'est une déclaration d'intention. Reprendre la main sur l'économie nationale, bâtir un modèle où les décisions se prennent à Ouagadougou et non à Paris ou à Londres. En fixant la règle du siège obligatoire, le gouvernement d'Ibrahim Traoré promet deux choses, la transparence et la dignité. Transparence parce que chaque entreprise majeure devra rendre visible sa présence, ses comptes, ses emplois. Dignité parce qu'un pays ne peut pas se dire libre si son argent dort à l'étranger. Cette loi s'accompagne d'un pari risqué, attirer des capitaux sans céder la souveraineté. Mais c'est aussi un message aux citoyens. Les profits issus de cette terre doivent désormais nourrir cette terre. Le pari est audacieux, mais il traduit un changement de paradigme. L'indépendance ne se décrète plus dans les discours, elle se construit en dur, étage après étage, sur le sol burkinabé. La décision a surpris le monde des affaires, mais elle n'est pas sortie du néant. Depuis près d'un an, Ibrahim Traoré prépare cette bascule dans le cadre d'un plan d'action économique. Sur 100 objectifs fixés, près de la moitié ont déjà été atteints, un chiffre modeste en apparence, mais colossal dans un pays encore sous sanctions et soumis au vent contraire du marché mondial. Chaque pourcentage de progrès a représenté des centaines d'emplois, des chantiers rouverts, une confiance lente mais réelle. Le gouvernement n'a pas cherché le spectaculaire, il a préféré la cohérence. Ce n'est pas une révolution de drapeau, mais une révolution d'adresse. Obliger les entreprises à avoir un toit national, une adresse postale burkinabé, un ancrage dans la réalité du pays. Les critiques, souvent externes, ont vite parlé de protectionnisme. Mais pour Ouagadougou, il s'agit moins de fermer les frontières que de rouvrir la maison. Si vous voulez profiter de cette terre, tenez-vous sur cette terre. La phrase attribuée à Traoré lors du Conseil des ministres est devenue un mot d'ordre gravé sur les panneaux des nouveaux chantiers. En coulisses, ministres et techniciens ont peaufiné le dispositif. Avantages fiscaux pour les matériaux locaux, délais de grâce pour les entreprises qui démarrent rapidement leur construction, et audit simplifié par la future maison de l'entreprise nationale. Tout un écosystème administratif en train de se réinventer. Le message, au fond, n'est pas bureaucratique mais philosophique. La souveraineté n'était plus un concept, c'est une adresse physique. Et chaque immeuble qui s'élève dans le ciel poussiéreux d'Ouagadougou devient une ligne de plus dans le manifeste silencieux d'Ibrahim Traoré. Dans les rues d'Ouagadougou, les premiers effets de la réforme se lisent dans la poussière et le bruit des chantiers. Les grues. Les grues rythment la capitale, les pancartes annonçant de futurs centres d'affaires fleurissent à chaque carrefour. Pour les habitants, cette effervescence dépasse le simple béton. C'est la preuve tangible qu'un projet national prend corps. Les ouvriers, ingénieurs et entrepreneurs burkinabés sentent que leur travail porte une signification nouvelle. Construire, ici, pour soi. Au ministère de l'économie, Aboubacar Nakanabo devient la figure de proue de cette mise en œuvre. Calme, méthodique. Il résume la logique d'Ibrahim Traoré en une phrase. Les entreprises doivent non seulement profiter du pays, mais aussi contribuer à sa modernisation. Sous sa houlette, les incitations fiscales, la simplification des démarches administratives et les exemptions sur les matériaux locaux s'alignent sur un seul objectif, accélérer le retour du pouvoir économique à la maison. Dans les universités, les étudiants en gestion et en architecture discutent des opportunités nouvelles, emploi, stages, création de bureaux d'études nationaux. La dynamique s'installe, non pas comme une fièvre, mais comme une confiance qui s'organise. Car ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris, c'est que la souveraineté n'est pas un cri, c'est une discipline. Et pour la première fois depuis longtemps, cette discipline devient collective. Tout a réellement commencé au Conseil des ministres du 3 octobre 2025. Ce jour-là, Ibrahim Traoré, entouré de ses conseillers, a posé la question que personne n'osait formuler.
Peut-on encore parler d'indépendance si nos entreprises vivent à l'étranger? La réponse a été immédiate. Un décret, un cap et une loi, celle de l'obligation d'établissement de siège. Les heures suivantes, le communiqué s'est répandu dans les médias nationaux et les agences internationales. Certains y ont vu un geste symbolique, d'autres une rupture stratégique. Mais pour le gouvernement burkinabé, c'était un point de non-retour. Désormais, tout acteur économique réalisant plus de 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires devait bâtir son siège dans le pays. La mesure a bouleversé les habitudes des grandes compagnies, banques, sociétés minières, assureurs, groupes de télécommunications. Beaucoup avaient depuis des décennies géré leurs affaires depuis Abidjan ou Paris, profitant du Burkina sans jamais y être vraiment présents. Les premières semaines ont vu naître des signaux concrets. Des demandes d'autorisation de construire ont afflué vers les mairies, les cabinets d'architectes ont été submergés d'appels et la Chambre de commerce a dû ouvrir une cellule spéciale pour accompagner les projets de siège. Sur le terrain, on entendait le cliquetis des machines, le tumulte des fondations, la réapparition d'une énergie oubliée. Dans la population, les réactions étaient contrastées mais intenses. Les commerçants parlaient de retour du bon sens. Les économistes de l'opposition, eux, évoquaient une prise de risque prématurée. Les investisseurs étrangers, prudents, observaient une banque sans quitter le pays. Beaucoup attendaient de voir si l'État irait jusqu'au bout de son audace. Mais Ibrahim Traoré ne vacillait pas. Dans ses discours il martelait que le développement n'est pas un don, c'est un choix. Il répétait que le Burkina Faso devait cesser d'exporter ses richesses et d'importer sa pauvreté. À mesure que les fondations sortaient de terre, un sentiment d'équilibre nouveau s'installait. Les grands groupes, contraints mais séduits par les avantages fiscaux et la stabilité retrouvée, découvraient qu'il était possible de gagner tout en appartenant. Des partenariats public-privé ont fleuri, l'administration a créé des guichets uniques et l'économie informelle elle-même a commencé à se structurer autour des nouveaux chantiers. Ce que l'on appelait hier réforme prenait désormais la forme d'un mouvement. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou, les jeunes filmaient les grues et les camions pour les publier sur les réseaux sociaux sous un même hashtag Traor Bati. C'était la fierté de voir leur capitale changer, non pas par un don extérieur, mais par une décision intérieure. Et dans ce fracas de marteau, beaucoup comprenaient « La révolution d'Ibrahim Traoré n'a pas besoin de slogan, elle s'écrit dans le béton ». Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 6 mois, plus de 68 demandes officielles de construction de sièges sociaux ont été enregistrées. Un chiffre sans précédent dans un pays où les investissements privés stagnent souvent sous les 3% du PIB. Parmi ces projets, 20 concernent des sociétés minières, 15 des établissements bancaires et le reste se répartit entre télécommunications, assurances et logistique. La capitale, Ouagadougou, concentre à elle seule près de 60% de ces nouveaux chantiers. L'impact économique a été immédiat. Selon le ministère des Finances, plus de 12 000 emplois directs et 28 000 indirects ont été créés dans les secteurs du bâtiment, du transport et des services. Ce qui, pour un pays de 22 millions d'habitants, équivaut à une micro-révolution industrielle. L'indice de confiance des entrepreneurs a bondi de 23% entre octobre 2025 et mars 2026. Les banques locales, jusque-là dépendantes des décisions venues d'Abidjan ou de Dakar, ont rouvert des lignes de crédit dédiées à la construction et à l'équipement professionnel. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, n'ont pas été obtenus par hasard. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté économique devait s'appuyer sur des incitations précises, presque mathématiques. Les entreprises qui entament la construction dans les 12 mois bénéficient d'une exonération partielle de TVA sur les matériaux. Celles qui finalisent leur siège avant la fin de 2026 obtiennent une réduction de 10% sur l'impôt sur les bénéfices pendant 2 ans. En parallèle, un fonds de facilitation a été créé pour soutenir les PME locales impliquées dans les chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement a également misé sur la transparence. Chaque nouveau siège doit être déclaré au registre national des implantations
est publié sur une carte interactive, consultable par les citoyens. Une manière de montrer, chiffres à l'appui, que la richesse produite sur le territoire reste désormais visible, traçable, tangible. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, ont dû réviser leurs analyses. Le Fonds monétaire africain a reconnu que la politique burkinabé avait réduit la fuite des capitaux de près de 17% sur le premier semestre 2026. Même certains journaux économiques européens, pourtant critiques, ont salué une réforme cohérente et inédite sur le continent. En coulisses, les économistes proches du pouvoir parlent de relocalisation morale. Les chiffres ne sont plus abstraits, ils deviennent des preuves d'appartenance. Et quand un pays peut mesurer en mètres cubes de béton et en milliers d'emplois le retour de sa dignité économique, il cesse d'être un terrain d'exploitation pour redevenir un acteur. C'est ce qu'Ibrahim Traoré répète à ses ministres. Une nation qui sait où se trouve son argent sait aussi où va son avenir. Les partisans de la réforme y voient un tournant historique. Pour eux, Ibrahim Traoré n'a pas fermé la porte au monde. Il l'a simplement replacée à l'intérieur du pays. Il rappelle que pendant des décennies, la majorité des profits miniers et bancaires quittaient le Burkina Faso dès la signature des contrats. Aujourd'hui, la valeur ajoutée circule à nouveau sur le territoire et cette simple inversion de flux vaut plus qu'un plan d'aide internationale. Mais les critiques n'ont pas disparu. Les milieux d'affaires occidentaux parlent de signal négatif pour les investisseurs. Selon eux, forcer la localisation des sièges accroît les coûts fixes, alourdit la gestion et freine les capitaux étrangers. Des chambres de commerce étrangères évoquent même un risque de nationalisme économique contraire aux accords de libre marché. À cela, les autorités répliquent que la liberté économique ne peut pas signifier absence de responsabilité. Le Burkina Faso, disent-elles, ne chasse pas les investisseurs. Il exige simplement qu'ils participent à la vie du pays dont il tire profit. Les économistes burkinabés, plus nuancés, reconnaissent un pari audacieux. Oui, le risque existe, celui d'un retrait temporaire de certains groupes ou d'une contraction des flux financiers. Mais ce risque s'accompagne d'un gain stratégique, l'autonomie institutionnelle. Pour la première fois, la politique économique n'est plus rédigée dans les ambassades ou les bureaux de conseil étrangers, mais dans les ministères burkinabés. Ce débat, qu'il soit technique ou idéologique, illustre une réalité nouvelle. Le pays n'est plus spectateur des décisions mondiales, il en devient un interlocuteur. Et dans cette dialectique entre ouverture et maîtrise, Ibrahim Traoré incarne une ligne de crête. Ni isolationniste, ni dépendant, simplement souverain. Le tournant est venu d'une phrase prononcée sans emphase. Nous ne nationalisons pas les entreprises, nous nationalisons la responsabilité. Ibrahim Traoré venait de résumer, en une ligne, toute sa philosophie économique. Ce n'était pas une guerre contre le capital, mais une reconquête de la cohérence. Depuis ce jour, les observateurs ont commencé à relire les événements autrement. Les chantiers de sièges, les allègements fiscaux, la nouvelle cartographie des entreprises n'étaient pas des mesures isolées, mais les pièces d'un même puzzle, celui d'un État qui veut se réapproprier son destin. Et au-delà du Burkina Faso, la région entière suivait avec curiosité ce qu'on appelle désormais le modèle Traoré. Au milieu du fracas des marteaux, un sentiment diffus s'installe. Le pays n'attend plus les plans venus de l'extérieur, il construit les siens. Ce point d'équilibre, entre volonté politique et réalisme économique, marque une étape décisive, là où l'espoir cesse d'être un mot et devient un plan. Les conséquences se sont vite matérialisées, et cette fois, nul besoin de statistiques pour les percevoir. Dans les rues d'Ouagadougou, les restaurants ouvrent à proximité des chantiers, les vendeurs de matériaux écoulent leurs stocks à un rythme jamais vu, et les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs trouvent enfin un emploi sans devoir s'exiler. Les grues, autrefois symboles de projets étrangers, sont devenues le totem du renouveau national. Pour les travailleurs, la loi sur les sièges a changé la donne. Le bâtiment et les services associés connaissent une croissance mensuelle de 5,3%, tirée par les contrats locaux. Les salaires moyens des ouvriers du BTP ont augmenté de 18% en moins d'un an, selon le ministère du Travail. Les syndicats
parlent désormais de fierté salariale, expression inconnue jusqu'alors. Pour les entreprises locales, l'effet est tout aussi visible. Les sous-traitants nationaux obtiennent enfin des marchés qu'ils ne voyaient autrefois passer que par des appels d'offres internationaux. Les PME de construction, de logistique et d'énergie se sont intégrées dans les chaînes de valeur, et certaines ont même ouvert des bureaux dans les futures zones d'affaires planifiées autour de la capitale. Pour les investisseurs étrangers, le contexte a évolué, mais pas comme prévu. Beaucoup craignaient une fuite du capital. Elle n'a pas eu lieu. Au contraire, la proximité géographique et administrative avec les autorités a facilité les discussions. Les grandes compagnies minières, notamment canadiennes et turques, ont signé des protocoles d'accord pour implanter leur direction opérationnelle à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Une cinquantaine de permis de construction ont été validés en moins de 4 mois. Pour les citoyens, enfin, cette loi a changé la perception du pays. Ils voient les bâtiments s'élever, mais surtout, ils sentent que ces structures leur appartiennent. Les discussions au marché ne tournent plus autour des aides extérieures, mais autour des délais de livraison, des postes à pourvoir, des salaires à négocier. Dans les cafés, on parle de l'économie qui revient à la maison. Et dans les écoles, les enseignants évoquent Ibrahim Traoré non pas comme un chef d'État lointain, mais comme celui qui a osé prouver que la souveraineté pouvait être construite, pas seulement proclamée. Ce changement d'état d'esprit vaut autant que les milliards investis, car dans le cœur des Burkinabés, l'idée d'appartenance a remplacé la résignation, et sur chaque chantier, une phrase circule de bouche en bouche. Ce n'est pas un bâtiment, c'est notre avenir qui prend forme. 3 trajectoires de possibles se dessinent désormais pour l'avenir de ce programme. Dans un premier scénario, les chantiers avancent, la croissance reste stable autour de 4,5% et les entreprises respectent progressivement la loi. La dynamique interne s'installe sans bouleverser les équilibres régionaux. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré consolide son image de bâtisseur méthodique, un dirigeant qui préfère la structure à la vitesse. Le Burkina Faso devient un laboratoire africain de relocalisation économique, observé par le Mali, le Niger et le Ghana. Dans un second scénario, plus optimiste, les sièges achevés deviennent des pôles d'activité, attirant des investisseurs africains et asiatiques, séduits aussi par la stabilité du cadre juridique. Les nouveaux parcs d'affaires planifiés à Ouagadougou se remplissent, les recettes fiscales augmentent de 12% et le taux de chômage urbain baisse sous les 9%. Le pays devient un symbole régional de souveraineté appliquée. Le modèle Traoré s'invite alors dans les conférences économiques continentales et redéfinit les termes de la coopération sud-sud. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, certains grands groupes retardent leurs projets, profitant des failles administratives ou d'une bureaucratie encore fragile. Les coûts de construction flambent, la pression sur les finances publiques s'intensifie et les opposants politiques accusent le gouvernement d'utopie coûteuse. Dans cette hypothèse, la réussite dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir la confiance du peuple et à imposer la rigueur au sein de son administration. Car la réforme repose sur un équilibre subtil, celui d'une audace tempérée par la constance. Quel que soit le scénario, une certitude demeure. Le Burkina Faso a changé de grammaire économique. Désormais, la croissance ne s'exprime plus en décimales de PIB, mais en mètres carrés d'indépendance bâtie. Derrière les chiffres, il y a des visages. Celui de Mariam, jeune ingénieure en structure, première femme de son entreprise à diriger un chantier de siège social. Celui d'Issa, chauffeur de camion qui transporte les matériaux entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, fier de dire que le pays construit enfin pour lui-même. Et celui de milliers d'ouvriers, d'artisans, de restaurateurs, de vendeurs ambulants, qui trouvent dans cette effervescence une stabilité inattendue. La réforme n'a pas seulement relancé l'économie, elle a réveillé un sentiment d'utilité. Les Burkinabés se redécouvrent acteurs d'un destin collectif, dans une société longtemps habituée à attendre des solutions venues d'ailleurs. Les conversations changent de ton. On ne parle plus seulement des prix du marché, mais des projets en cours, des délais, des plans. La fierté s'installe lentement, comme un murmure qui circule dans les quartiers.
Les écoles techniques et les universités, encouragées par le ministère de l'Éducation, adaptent déjà leurs programmes pour répondre à cette nouvelle demande de compétences locales. L'emploi des jeunes, qui stagnait depuis des années, recommence à progresser. Et pour beaucoup, c'est la preuve concrète que la politique d'Ibrahim Traoré ne se limite pas au discours. Elle transforme la vie quotidienne. L'économie burkinabé n'est pas encore sauvée, mais elle respire différemment. Et ce souffle venu des chantiers semble redonner à tout un peuple la certitude d'exister par son propre travail. Pour que cette réforme survive à l'enthousiasme initial, Ibrahim Traoré a voulu une méthode. Une feuille de route claire guide désormais le pays. Tout d'abord, il s'agit de finaliser les chantiers déjà lancés et de garantir leur qualité. Chaque siège doit respecter les normes environnementales et sociales fixées par le ministère des Infrastructures. Emploi local, sécurité, transparence des contrats. Ensuite, des zones économiques urbaines seront créées dans les périphéries d'Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour absorber l'expansion urbaine sans la subir. Ces zones accueilleront des sièges, mais aussi des incubateurs et des centres de formation. Par ailleurs, la fiscalité sera harmonisée entre grandes et moyennes entreprises pour éviter les distorsions. L'objectif, un environnement compétitif où la loyauté fiscale remplace la fuite. De plus, un observatoire citoyen des investissements, organe indépendant, suivra la mise en œuvre de la loi et publiera des rapports trimestriels. Les Burkinabés pourront ainsi voir où, comment et par qui se construit leur souveraineté. Enfin, le modèle sera exporté. En coordination avec le Mali et le Niger, Ibrahim Traoré prépare un cadre commun de présence économique locale destiné à devenir le socle du futur pacte de souveraineté sahélien. Dans cette logique, le président burkinabé ne parle plus de politique, mais d'architecture, celle d'un continent qui se bâtit sur ses propres fondations. Et chaque plan signé, chaque pierre posée, devient un acte de souveraineté mesurable. Le soir, quand les lumières des chantiers se reflètent sur la poussière rouge d'Ouagadougou, une atmosphère étrange règne dans la ville, un mélange de fatigue et d'espérance. Ce ne sont plus des discours qui animent les rues, mais le bruit des marteaux et le ronronnement des générateurs. Chaque bâtiment qui s'élève semble raconter une histoire silencieuse, celle d'un pays qui s'est relevé sans attendre qu'on lui tende la main. Dans les yeux des travailleurs, on lit une fierté neuve, presque intime, celle d'avoir bâti quelque chose qui restera. Et dans les mots sobres d'Ibrahim Traoré, on perçoit la conviction tranquille d'un homme qui mesure le poids du temps. Il sait que la souveraineté ne se déclare pas, elle se prouve, jour après jour, étage après étage. Peut-être que dans quelques années, ces tours de verre et de pierre paraîtront banales. Mais pour ceux qui les voient naître aujourd'hui, elles symbolisent autre chose. La preuve qu'un pays d'Afrique de l'Ouest peut écrire sa renaissance à la première personne. Non pas « ils ont construit pour nous », mais « nous avons construit pour nous-mêmes ».